Ah, d'accord, vous êtes la salle de l'homme. Ah, bah alors on m'a donné ça, on m'a dit ça. Ah, d'accord. Mais donc vous, ça sera. Il y a des diapos. Ah, d'accord, bah, je vais rester. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, bienvenue à chacun au nom d'Arts et Vie, association de voyage culturel, organisatrice de cette conférence. Le thème, Voyage et patrimoine dans le monde, évolution récente d'une longue histoire commune. Dans un salon du patrimoine international qui a pour thème cette année le tourisme culturel. Accordez-moi quelques secondes d'introduction et je donnerai la parole à Valérie Patin. Cette conférence sera donnée par Valérie Patin, expert auprès de la Banque mondiale et auprès de l'UNESCO, dans les domaines qui concernent le patrimoine, entre autres, sa conservation, sa restauration, sa mise en tourisme, son financement. Et j'en oublie. Valérie Patin s'est intéressée très tôt aux activités d'Arts et Vie. Il a suivi son évolution, il a suivi ses programmations, la place du culturel dans ses voyages. Et pour nous, ça a été un intervenant d'une très grande richesse et d'utilité. Il est intervenu à plusieurs reprises devant le regroupement des accompagnateurs Arts et Vie. Moi-même, Marie Jocota, je suis membre du conseil d'administration d'Arts et Vie, accompagnatrice Arts et Vie, et j'ai eu le plaisir et la chance d'aller avec Valérie Patin sur quelques projets internationaux, notamment un projet qui nous est cher, le musée du Bardo à Tunis. Depuis 1955, date de sa création, Arts et Vie s'est développé en proposant progressivement une diversité de destinations en France et dans le monde. Une diversité importante de formules dans ses programmations. Vous êtes passé par le stand d'Arts et Vie, et si vous n'êtes pas passé, allez-y, où vous aurez les brochures, les journaux et toutes les réponses, du moins on l'espère, aux questions que vous posez. Aujourd'hui, Arts et Vie est le premier voyagiste de voyage culturel en France. Premier voyagiste de voyage culturel en France. En quelques chiffres, avec en 2017, au moment où nous parlons, 2017 n'est pas encore terminé, plus de 46 000 voyageurs, dont la moitié fréquente les résidences Arts et Vie, et plus de 26 000 adhérents en 2017. 2017 n'est pas encore terminé. Une adhésion pouvant regrouper plusieurs voyageurs. Elle est ainsi tout à fait légitimée pour être présente dans ce salon aujourd'hui dédié au tourisme culturel. Faire de la culture un voyage, cette devise fondatrice s'impose avec exigence à tous ces voyages. Mais que serait je termine avec cette idée qui est très chère à Arts et Vie, que serait un voyage, même culturel, sans valeur, sans éthique? Arts et Vie a élaboré une charte Voyager responsable, un engagement qui donne au tourisme sa finalité majeure, la rencontre des hommes et de leur culture. À chacun une très belle et une très bonne conférence. Merci beaucoup Marie-Josée. Bonjour à tous. Donc on va avoir une petite conférence d'1 heure. J'ai fait comme je fais d'habitude depuis 40 ans, donc peut-être que ça va en surprendre quelques-uns, c'est-à-dire qu'au lieu de donner quelques idées générales, je suis resté sur des choses très concrètes. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Comme cette conférence sera accessible, je pense, sur Facebook, je vous suggère, si vous le souhaitez, de vous y reporter, parce qu'il y a un certain nombre de références bibliographiques que je n'aurai pas le temps de donner en détail. C'est une déformation un peu professionnelle, c'est-à-dire que quand on travaille dans des grandes institutions, par exemple pour la Banque mondiale, pour avoir 100 millions de dollars de prêts, il ne faut pas dépasser 4 pages. Hein. Donc faut savoir qu'on a l'habitude de travailler vite avec des choses très concrètes.
Donc, on va parler de voyage culturel avec un certain nombre d'illustrations dans cette conférence. Le voyage culturel, c'est quelque chose qui n'est pas une invention récente. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, on a voyagé vers des monuments historiques, certes pas en groupe comme aujourd'hui, avec une masse de gens très importante, voire des individuels très importants. Je rappelle que le Louvre, c'est 10 millions de visiteurs par an, dont à peu près 50 à 60 000 groupes, mais tout le reste, c'est de la visite individuelle. Donc le voyage vers les monuments et les sites anciens dès l'Antiquité, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, il sert trois fonctions essentiellement. D'abord, il renforce une identité, une doctrine. C'est-à-dire qu'on ne voyage pas pour le plaisir. On voyage pour le plaisir, c'est certain, mais on voyage surtout pour assurer qu'on appartient bien à une collectivité et à une religion. La collectivité, inutile de vous le dire, c'est d'abord une collectivité de grande société, c'est-à-dire qu'on a des voyages européens, mais on a aussi des voyages chinois, et on a évidemment très peu de voyages de société que l'on va découvrir ultérieurement. La deuxième chose, c'est découvrir et faire connaître ces découvertes. La troisième, c'est développer une économie locale. C'est-à-dire que les souvenirs que vous achetez aujourd'hui, il faut savoir que les Romains qui voyageaient sur les sites anciens, ils achetaient aussi des souvenirs comme nous. Et donc, on avait aussi des souvenirs à leur proposer. Je vais en reparler tout à l'heure. À partir du 19e siècle, tout ça change. Donc, on va voir ça essayer de voir ça un peu plus dans le détail. Les plus anciens témoignages qu'on ait, ce sont des témoignages grecs. En fait, les jeunes Grecs qui passaient, évidemment des jeunes Grecs de sociétés déjà élevées dans la hiérarchie économique, en tout cas, on leur faisait visiter les hauts lieux de leur société, les hauts lieux historiques de leur société. C'est-à-dire que pour renforcer leur unité et le fait de la croyance dans l'appartenance à une société, on forgeait cette société en leur faisant visiter des lieux. C'est-à-dire qu'on avait déjà une sorte de voyage culturel à l'époque. Dans l'Antiquité tardive, on va multiplier ce qu'on appelle les monstres des confins. Alors, si vous regardez bien, sur toutes les grandes cartes médiévales et ultérieures, mais surtout sur les grandes cartes médiévales, à la frontière, on a une bande que vous voyez ici, qui est toujours à la frontière. Ça ferait très plaisir au président des États-Unis actuel, qui renvoie toujours aux frontières. Mais là, on a déjà, dès le 5e, 6e siècle, les monstres des frontières. Et dans les monstres des frontières, qui viennent du roman d'Alexandre, d'un écrivain du 3e siècle, excusez-moi. On a le cynocéphale, c'est-à-dire l'homme à tête de chien, qu'on retrouvera dans les voyages de Marco Polo. On a le sciapode, qui se fait de l'ombre avec son pied. Alors là, je vous passe le temps, parce que des tas de chercheurs se sont posé la question de savoir d'où ça venait. Et puis la céphale, entre autres, qui a le visage dans la poitrine. Il faut savoir que dans un ouvrage de 1710 de la phyto sur le Canada, on retrouve encore des acéphales. 1710. C'est-à-dire que la phyto, qui est pourtant un grand spécialiste, et le début de l'ethnologie qu'on connaît aujourd'hui, nous décrit des acéphales dans les forêts canadiennes. Donc ça a marqué quand même les histoires. Au Moyen-Âge, l'identité religieuse se manifeste donc par un voyage patrimonial, c'est le pèlerinage aux lieux saints. Alors bien sûr, nous connaissons la Mecque et Jérusalem, mais les Chinois et le lieu de naissance du Bouddha à Lumbini sont aussi des lieux de fréquentation très importants et qui sont encore aujourd'hui des lieux de fréquentation. En XIIe siècle, Emery Picot écrit un guide du pèlerin de Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'on a déjà dans la Reconquista le voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, dans laquelle je note une anecdote des Navarrais, parce que Henri Picot dit aux pèlerins, méfiez-vous, quand vous passez les Pyrénées, vous arrivez en Navarre, et les Navarrais aiment beaucoup plus leurs mules que leurs femmes. Je vous laisse la discussion. Au XVIIIe apparaît le voyage des antiquaires. Alors j'y tiens beaucoup parce que c'est un homonyme qui a écrit le premier voyage, qui s'appelle Charles Patin, et donc en 1676. Et à l'époque, on recherche des monnaies qui prouvent qu'on est en fait les descendants de l'Empire romain germanique. C'est-à-dire qu'on recherche une identité quand même donc dans ces voyages, dans ces sculptures. C'est pas uniquement pour le plaisir de la connaissance. C'est aussi pour savoir qu'on descend de gens importants. L'Empire romain germanique, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui a jusqu'à Napoléon reste très important en Europe. Au 19e, on a le voyage de Cambry, c'est-à-dire que l'ensemble des pays européens au 19e se cherchent des nationalités, des expériences nationales. En particulier, les Français cherchent à descendre des Celtes. Et Cambry fait un voyage dans le Finistère où pour la première fois, il écrit qu'en fait, on descend des Celtes.
que les Français descendent des Celtes. Entre nous, soit dit, pas plus que descendent de d'autres. Hein. Mais pour lui, à cette époque-là, c'est déjà très important. Et puis, au 19e, dans la deuxième partie du 19e, on va commencer, ça vous connaissez tous, Viollet-le-Duc, à restaurer les monuments, mais les monuments du génie français, pas les monuments lambda, hein, les monuments que les Français ont construits, c'est-à-dire Vézelay, Notre-Dame, Carcassonne, ainsi de suite. Découvrir et faire connaître ces découvertes, on a effectivement comment ? Excusez-moi, je ne suis pas. Donc ça, c'est le Charles Patin. Donc, découvrir et faire connaître ces découvertes, en fait, on a dans Hérodote, déjà 450 avant Jésus-Christ, une description des pyramides de Gizeh et de la tour de Babel. Il y a une très belle description de la tour de Babel, qui est la ziggourate de Babylone, où il dit, si vous montez sur la ziggourate, enfin sur la tour de Babel, sachez qu'au deuxième niveau, vous avez des bancs pour vous asseoir et vous reposer. Donc c'est déjà bien, ça n'est pas fait uniquement pour la découverte du patrimoine, c'est fait aussi pour la visite. À la Renaissance, en fait, on s'intéresse assez peu, il y a énormément de récits de voyage, mais on s'intéresse assez peu au patrimoine, on cherche surtout à faire des chrétiens et des épices. Juste pour information, Christophe Colomb, quand il découvre l'Amérique, il écrit une lettre de 4 pages, pas plus. C'est la fameuse lettre à Sant'Angelo, qui est son sponsor, où il dit, bah, écoutez, en fait, il y a de l'or, c'est pas vrai, parce qu'il a découvert Hispaniola, qui est aujourd'hui Saint-Domingue, et une partie de Cuba. D'ailleurs, il est enterré à Cuba, Saint-Domingue, un peu partout, si vous connaissez cette région. On a plusieurs tombeaux de Christophe Colomb. Mais il y a très peu de choses sur le patrimoine, et c'est surtout du patrimoine humain. Quand on a des grandes découvertes, comme par exemple les cités du Yucatan de Diego de Landa vers 1526, qui est les relations des choses du Yucatan, qui est la première description que l'on ait en Europe sur les choses trouvées en Amérique du Sud. Et donc, il a des descriptions extrêmement précises de Palenque et ainsi de suite. Mais pour lui, alors ce sont des choses anciennes, mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de réflexion sur ce que c'est. Il y a la réflexion simplement sur dire, ces gens-là ont fait des choses des siècles avant nous, et ils faisaient de très belles choses. C'est-à-dire, c'est un savoir-faire ancien, mais c'est pas plus sur la société. Or, le livre de Diego de Landa est extrêmement précis sur l'écriture, sur l'astronomie maya de l'époque. C'est la même chose du Grand Zimbabwe, qui est une des grandes constructions en pierre d'Afrique, découverte par Philippe Pigafetta, à ne pas confondre avec le Pigafetta qui a accompagné Magellan. Là aussi, on ne sait pas ce que c'est, mais on dit simplement, on ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ancien et c'est bien construit. Au XVIIIe, dans les voyages autour du monde, les circumnavigations, ce qui est très important, et ça va commencer à changer notre esprit, c'est que non seulement on va découvrir évidemment l'Océanie, et ainsi de suite, mais on va surtout découvrir des gens qui vivent comme nous le disent les philosophes du XVIIIe, c'est-à-dire en particulier Rousseau. On va découvrir le fameux bon sauvage, parce qu'à l'époque c'est un bon sauvage, et la chose la plus connue à l'époque, c'est la narration d'Hommaï, dont vous avez ici une copie. C'est un livre, parce que c'était bien beau de partir pendant 3 mois autour du monde ou 4 mois, mais il fallait prouver qu'on avait trouvé quelque chose en revenant. Donc certains de ces grands navigateurs, Cook en particulier, ramènent en Europe, là Hommaï, il est censé être le fils de la reine ou du roi de Tahiti, donc on le ramène et on le fait parler. D'abord on lui apprend l'anglais et puis après on le fait parler. Et donc il raconte qu'en fait il raconte ce qu'on lui dit de raconter, hein, donc, mais on fait des livres, c'est-à-dire qu'à cette époque-là c'est extrêmement important de savoir que en fait, des gens existent dans l'autre côté du monde, aux antipodes, comme des philosophes européens nous l'ont dit. Alors on découvre évidemment le bon sauvage, on découvre la nature tropicale, c'est-à-dire la nature foisonnante qu'on n'a pas conservée quand même fortement en Europe, et l'artisanat océanien. Je vous suggère de lire, si vous avez le temps, la relation des îles Pelliou, qui est parue en 1793, où avec une gravure en noir, les graveurs arrivent à faire passer une dizaine de végétations différentes, juste sur du noir et blanc. Donc au 18e, à la fin du 18e, début du 19e, on commence à changer un peu d'orientation, c'est-à-dire que on a une prise en compte beaucoup plus scientifique du patrimoine à partir de la fin du 18e et du début du 19e. Avant, c'était la découverte, la philosophie, la religion, et puis petit à petit, avec les fouilles de Winkelmann au début de l'archéologie de Pompéi et d'Herculanum, on voit apparaître quelque chose qui est de l'ordre du scientifique. Alors,
pour moi qui est quand même un peu bourlingué dans ces domaines, le passage du religieux au scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le religieux, ça peut concerner beaucoup de gens qui partagent une même foi. Le scientifique, ça concerne pratiquement tous les gens qui peuvent comprendre ce qu'on leur dit, quelle que soit leur religion. Donc on change quand même de dimension et on passe dans une dimension scientifique, plus scientifique. Donc on a par exemple les premières représentations de Palmyre qui a été détruites récemment, enfin en partie par Daesh. J'ai eu la chance ou la malchance de travailler 5 ans à Palmyre et je peux vous dire, parce que certains de mes interlocuteurs de l'époque ont été décapités et pendus par les pieds et que les sites sur lesquels on avait travaillé ont été explosés, que quelque part c'est assez difficile à survivre, à vivre, beaucoup plus pour eux que pour nous d'ailleurs. Donc ça c'est 1753, c'est le premier voyage à Palmyre. Le premier voyage d'un Français en Grèce, David Leroy, c'est absolument remarquable, 1780 par là. Les expéditions d'Égypte, la grande expédition d'Égypte qui accompagne Napoléon, 23 volumes de voyage qui installe en Europe l'égyptomanie, c'est-à-dire que tous les meubles, la décoration, tout devient égyptien à cause d'un voyage au patrimoine. Et puis plus tard, l'allemand Humboldt en Amérique du Sud. Le troisième élément, c'est celui qui concerne, donc on est toujours jusqu'au 18e, début 19e, c'est celui qui concerne le renforcement de l'économie locale et l'achat éventuel d'objets dérivés. Alors d'abord, il faut savoir que dès l'Antiquité, on a aujourd'hui la liste du patrimoine de l'UNESCO, mais dès l'Antiquité, on a des choses qui sont tout à fait similaires. Les 7 merveilles du monde, par exemple. Alors ça date entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, mais c'est 4 ou 5 listes qui sont à peu près les mêmes monuments, hein, mais qui ont ces 7 monuments, c'est pas par hasard. Hein, c'est-à-dire qu'on a envie que les gens visitent ces monuments. Donc on en parle, on dit qu'ils sont beaux. Ce n'est pas forcément les plus beaux, mais ce sont les plus, je ne sais pas, certainement parmi vous, il y en a qui sont allés au Caire et qui ont vu les pyramides. C'est assez impressionnant quand même quand on les voit en gravure et qu'on est au pied de la grande pyramide et quand on voit la masse colossale que c'est pas tellement l'architecture elle-même qui nous frappe que l'importance du monument. Donc, dans les sites romains, en particulier dans les sites qui sont des sites gréco-romains, à Delphes par exemple, ou dans les îles du Péloponnèse, on vend déjà, et c'est ça que je disais tout à l'heure, des épées et des cuirasses de César, qui n'existent pas, enfin je veux dire c'est des faux œufs de Léda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà des objets dérivés qu'on achète comme souvenir de son passage sur un lieu. Et évidemment, ça donne lieu à un commerce. Autour du Moyen-Âge, on a effectivement un énorme trafic de reliques que vous connaissez sans doute. Les plus connus en France, c'est les reliques de Saint-Martin qui étaient dans l'abbaye de Cande, qui est sur le Val-de-Loire, et qui ont été volées par des moines qui se sont introduits, non pas en une nuit, mais ils sont restés plusieurs années dans l'abbaye de Cande pour voler les reliques de Saint-Martin, qui les ont amenés à Tours. Saint-Martin était le patron de la royauté française, donc ce n'était pas n'importe qui. Sainte-Foy de Conques, dont on voit encore aujourd'hui à Conques le superbe reliquaire, il était à Toulouse, et on a la même logique, c'est-à-dire que ce sont des moines qui se sont installés à Toulouse, mine de rien, et qui sont partis un jour avec le reliquaire. Il faut dire que ça engendrait un commerce considérable, non pas les reliquaires en soi, mais la visite de ces reliquaires avec une architecture que vous connaissez tous, qui est l'architecture à chapelle rayonnante, c'est-à-dire que pour multiplier le nombre des reliques qu'un pèlerin peut voir, on construit de nouvelles églises avec autour du chœur, non pas un chœur tout seul, mais des petites chapelles dans chaque élément, qui sont autour du chœur. Les achats d'antiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ces achats d'antiques qui ont lieu dans toute l'Europe vont donner lieu d'abord à la création de cabinets de curiosité, qui vont donner lieu à des musées, à des collections. C'est-à-dire que pour nous, pour les spécialistes, on va dire, ce sont quand même des éléments qui sont à la base de la constitution de nos musées. Et puis des éléments qu'aujourd'hui on a l'impression de connaître parfaitement et qui sont en fait des objets dérivés qu'on fait pour les touristes qui visitent, qui sont les gouaches napolitaines par exemple. Vous avez ici une gouache de 1794 qui représente une éruption du Vésuve, mais qui effectivement depuis 1760 jusqu'à 1800-1900 vont être vendus aux touristes, d'où leur petit format.
le fait qu'on pouvait les transporter, c'est extrêmement important. Mais les vedoute védiciennes de Guardi, et ainsi de suite, qu'on vend aujourd'hui très très cher, c'était la même chose. Alors après, ça devient des œuvres importantes parce que ce ne sont pas que des objets dérivés, mais c'est effectivement une recherche de ce type. Le 19e siècle, là, on oublie, c'est-à-dire qu'on a fait l'Antiquité 18e, on passe au 19e, qui va changer quand même les choses considérablement pour le voyage organisé, le voyage touristique au patrimoine. Donc on passe du religieux au scientifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Winkelmann. Winkelmann est le premier architecte archéologue surtout, qui invente, c'est lui que l'on crédite de l'invention, évidemment il ne l'a pas fait tout seul, l'invention de l'archéologie scientifique, c'est-à-dire qu'au lieu de fouiller en essayant de rechercher des choses qu'on ne savait pas trop identifier, par exemple le premier diplomate italien qui découvre Persépolis, il dit c'est le temple de Salomon. Donc on ne sait pas, mais bon, à la limite on cherche comme aujourd'hui nous, on cherche avec ce qu'on a en tête et dans nos livres. Donc Winkelmann est le premier à faire une archéologie, disons, scientifique. On est en train de changer de position, hein, donc on va avoir tous les livres dont j'ai parlé tout à l'heure. Le patrimoine culturel et naturel devient l'objet d'un usage de loisir. Alors là, je vous suggère la lecture, si vous avez le temps, du Territoire du vide, l'Occident et le désir du rivage d'Alain Corbin, qui est un livre absolument merveilleux, qui n'est pas très 1990, c'est pas tout jeune, mais il explique merveilleusement bien comment la plage, qui au XVIIe siècle est le royaume de Satan et du diable, devient le royaume des bains de mer. C'est-à-dire comment, dans l'esprit de la grande bourgeoisie occidentale, on est face à ce changement complet d'attitude et de localisation. C'est-à-dire que quelque chose qui était banni, parce que c'était là qu'il y avait les naufrageurs, c'était là que en fait, se passaient des choses très désagréables, devient en fait un lieu de baignade et un lieu de tourisme. On voit apparaître une littérature de voyage vers le patrimoine, avec le voyage à Jérusalem, l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Pour ceux qui connaissent bien l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, il y a beaucoup d'ouvrages sur le Chateaubriand, sur l'itinéraire, qui disent qu'en fait, il n'est jamais allé à Jérusalem, qu'il a beaucoup emprunté, mais il n'est ni le premier ni le dernier à avoir fait ça. Simplement, c'est Chateaubriand, c'est pas n'importe qui. Donc, on a un exemple rapidement qui est celui de Mandeville au XIIIe siècle, qui écrit un voyage autour du monde. Il n'est jamais sorti de France, enfin jamais sorti de Paris. Ça a été 17 fois réimprimé et on a gardé 380 manuscrits. C'est-à-dire que ça a eu un succès colossal alors qu'il a piqué à droite et à gauche dans tous les autres guides. Bon, Chateaubriand, on lui fait le même procès. Stendhal, en 1829, écrit Les promenades dans Rome, c'est-à-dire qu'on a une littérature de voyage et de tourisme, et il invente le mot touriste en 1838. C'est-à-dire que c'est quand même pas si vieux que ça, hein, donc tous ces phénomènes touristiques. C'est-à-dire on a de nombreuses illustrations du 19e siècle qui vont nous servir et qui vont servir encore aujourd'hui, parce que quand on parle de l'Égypte aujourd'hui, assez souvent on trouve des David Roberts. David Roberts est un Anglais, comme son nom l'indique, qui fait une 150 ou 170 lithographies d'Égypte et de Syrie et Holy Land, Terre Sainte, et qui nous sert encore aujourd'hui, qu'on voit un peu partout dans les illustrations, y compris dans les illustrations de voyagistes, hein, c'est un certain nombre de brochures. Ce que Arzevi a évité jusqu'à présent, et je l'en félicite. Ici, vous avez la même photo, Koumombo, parce que la fin du 19e, ce sont plutôt les photos que les lithographies, pour des raisons techniques. Je trouve assez intéressant, c'est que vous voyez Koumombo ici, il y a des personnes devant le temple, et vous voyez les personnes qui sont devant le même temple 30 ans avant, chez David Roberts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout eu un travail sur la lithographie pour faire croire que le site est fabuleux. Il est fabuleux, mais il est un peu moins fabuleux que David Roberts le montre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le même cadrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on retrouve par exemple en Yougoslavie, Mostar, ainsi de suite, des cadrages. Il y a une très belle exposition de Léon Pressuire il y a quelques années à la Conciergerie, des cadrages qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait dans les lithographies en 1830. On les retrouve en 1970. Et puis, on a les premières... j'ai été un peu trop vite. Les premiers voyages organisés.
donc les premiers voyages organisés, qui sont ceux organisés évidemment par les Anglais, Thomas Cook. En 1865, le premier voyage organisé a lieu à Florence. Donc c'est déjà un voyage culturel pour une vingtaine d'Anglais qui on disait à ce moment-là qu'il fallait éviter les charmes dangereux de Paris, qu'on arrivait difficilement à soigner. Donc on a mis en groupe et on a envoyé vers Florence directement. Et puis la première croisière touristique sur le Nil, 1898, et des collections de guides de voyage qui apparaissent à cette époque-là. Johann, qui est l'ancêtre des guides bleus, et Baedeker. Les évolutions relativement récentes du patrimoine, en fait, la notion même de patrimoine, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que ça apparaît au début du 19e. Alors là, je vous renvoie vers notre maître à tous et à toutes, qui est Françoise Choët, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'allégorie du patrimoine, qui a été réédité à plusieurs reprises, mais dont la première édition de 1992 donne déjà tous les éléments, où elle explique comment on a créé la notion de patrimoine après la Révolution française. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à juste titre, on nous massacre avec Daesh, mais il faut savoir que la Révolution française a quand même détruit 200 à 300 plus de monuments que Daesh. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, malheureusement, la réalité, c'est quand même ça. Fort heureusement, on a restauré derrière, on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc c'est important de savoir que cette notion apparaît. La première notion d'inventaire, par exemple, c'est 1790 à Venise. C'est Venise qui invente l'inventaire des œuvres d'art pour lutter contre la fraude et le vol dans les églises. À partir de 1850, la notion de patrimoine évolue. Il y a un site web sur l'évolution de la notion de patrimoine, si ça vous intéresse. Donc on a une restauration des biens culturels, on s'ouvre au patrimoine naturel dès le milieu du 19e. Le premier parc international, on va dire, puisque c'est américain, c'est Yellowstone, c'est en 1872. Je rappelle que les premiers parcs naturels chez nous, c'est 1962, c'est-à-dire 90 ans après. Ceci étant, il faut le reconnaître, pour y avoir un peu travaillé, que l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord sont très en avance sur l'Europe pour ce genre d'opération. Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement important, on quitte la notion de monument historique en lui-même pour passer à la notion de ville historique. C'est-à-dire que le monument est un élément de la ville. Et aujourd'hui, on visite encore, parce que des fois les villes ont été rasées, mais on visite encore un monument, point. Mais à partir de 1930, et surtout après la guerre mondiale, en fait, on va visiter un ensemble, c'est-à-dire une ville, ses monuments, ses musées, et ainsi de suite. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e, on n'a pas cette réflexion encore autour de la ville. Il faut attendre les travaux de Giovannoni, l'architecte italien, dans les années 30, et surtout la Charte de Venise de 1964. Donc on visite un site naturel, on visite une ville, mais les monuments sont partie prenante. Et ça, c'est un changement profond dans le voyage, entre guillemets, aux ruines, dans le voyage culturel. Donc à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le nombre des voyageurs touristiques augmente considérablement, puisque selon les statistiques de l'OMT, en 2016, c'est 235 millions de touristes internationaux. C'est-à-dire pas de touristes internes au pays. Ça, c'est les 85 millions de touristes en France qui traversent la France. Après, il y a les 60 millions de Français les 60 millions de déplacements français qui s'ajoutent à ça. Donc là, on a les touristes internationaux, 1,235 milliard. C'est-à-dire que ça devient considérable, en fait. Et puis, les fonctions du voyage aux ruines évoluent. La recherche de l'identité qu'on a vu tout à l'heure avec les monstres des frontières, des confins, par exemple, ça disparaît. On ne va plus voyager à l'étranger en se disant on est plus fort. Encore que, assez récemment, je suis allé travailler à Angkor et en rentrant dans mon village de l'Oise, un monsieur de 85 ans me dit « Ah, le Cambodge, c'est encore à nous !» Je lui dis non, ça fait quand même déjà un certain temps que ça ne l'est plus déjà. Donc, bon, comme quoi ça peut encore exister, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et puis, on gère de plus en plus le patrimoine comme une attraction touristique. Ça, c'est l'expérience que j'ai pu avoir de l'UNESCO, où j'ai fait un certain nombre de travaux avec eux et pour eux. C'est-à-dire que quand on fait inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial, pas nécessairement quand on est un grand pays développé, mais quand on est un petit pays qui n'a pas de grands moyens ni juridiques ni financiers, l'inscription est souvent synonyme de recherche de développement économique. Alors ça ne veut pas dire pour ça que les dossiers sont mauvais. Les dossiers patrimoniaux sont mauvais, loin de là. Mais la partie
touristique et économique commence à prendre beaucoup de place dans des dossiers qui, antérieurement, étaient surtout consacrés à la protection et à la conservation. Ce qui reste de tout ça, c'est qu'en fait, on voyage encore beaucoup, mais on a perdu une partie de ce qu'était le voyage du XVIIe siècle, du XVIe siècle, enfin jusqu'à l'Antiquité, c'est-à-dire ce côté exotique. D'ailleurs, quand vous regardez des brochures de voyagistes des années 60, vous voyez que le noir est toujours en train de danser avec un costume un peu qu'on ne connaît pas et tout ça. C'est plus du tout ça aujourd'hui. On a changé beaucoup, heureusement, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne se déplace plus pour voir un étranger qui vous est différent, exotique. On se déplace pour faire sa connaissance, pour savoir qui il est, c'est sûr, pour savoir qui on est. Il y a les deux, mais on n'est pas supérieur systématiquement. Alors qu'il y a encore 30 ou 40 ans, on était encore assez supérieur systématiquement. Et ça, c'est en train, fort heureusement, de disparaître. Parce que quand on a fait, comme moi, beaucoup voyager, on s'aperçoit que finalement, on a chacun notre vision des choses, mais de là à en tirer des conclusions sur une supériorité des uns ou des autres, bon, dans certains domaines, oui, c'est possible, mais globalement, non. C'est pas tout à fait vrai. Les illustrations qu'on a vues tout à l'heure jouent encore un rôle important, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'appesantir, sur la représentation qu'on se fait du patrimoine, c'est-à-dire que beaucoup de gens voient encore l'Égypte comme l'avait dessiné David Roberts, donc c'est difficile de leur vendre, entre guillemets, autre chose. Une fois sur place, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne les fait pas venir sur autre chose que sur des représentations qui sont assez anciennes. Chose importante, c'est que les parcs historiques ou naturels, les jardins de châteaux, les jardins botaniques, le premier jardin botanique, qui sont des jardins d'acclimatation en Europe, c'est Padoue. Donc c'est un jardin universitaire, 16e siècle. La végétalisation transplantée, dont nous avons une spécialiste dans la salle, qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que une partie non négligeable, voire 90% par exemple de la Côte d'Azur, a été purement et simplement transplantée à la fin du 19e. C'est-à-dire que toute cette végétation n'existait pas. Elle existe aujourd'hui et on a l'impression que la Côte d'Azur a toujours existé comme ça. C'est complètement faux. Mais c'est complètement faux dans des tas d'autres endroits aussi. C'est-à-dire que le paysage que nous avons sous les yeux aujourd'hui n'est pas forcément le paysage qui était le paysage, qui n'est pas forcément, n'est certainement pas le paysage d'origine. Le tourisme vinicole, puisque les deux derniers sites inscrits au patrimoine mondial en France, c'est les climats de Bourgogne et la Champagne, donc avec d'autres sites comme Saint-Émilion, qui d'ailleurs est dans ce salon. Deviennent des espaces touristiques, c'est-à-dire que la consommation touristique s'empare de tous ces espaces. Il y a d'autres conférences qui parlent de comment en fait on passe du culturel au touristique, mais c'est vrai que ces espaces deviennent des espaces touristiques dans lesquels on a un type de fréquentation. L'architecture et l'art contemporain deviennent aussi des objets touristiques, alors des objets culturels, beaucoup pour des architectes, et émotionnels, c'est-à-dire que, chose qui n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans, on est capable d'avoir une émotion devant une architecture contemporaine, parce qu'on vous l'a bien expliqué, ou que vous êtes vous-même un spécialiste de la chose, mais on les visite de plus en plus. Alors c'est vrai, on verra tout à l'heure, du nouvel auditorium de Hambourg, par exemple, qui vient d'être construit et que programme Arts-et-Vie. Et puis l'intérêt pour l'éphémère se développe considérablement, c'est-à-dire que de plus en plus, une partie non négligeable des voyages sont évidemment des voyages vers des sites anciens, mais de plus en plus vers des expositions, vers des festivals de musique, c'est-à-dire vers des événements. Encore 20-25 minutes, et si vous arrivez à tenir, c'est parfait. Moi, je pense que j'arriverai à tenir jusqu'au bout, mais je ne suis pas certain. Donc, comment Cut, ouais. C'est bien. Ah oui, pardon. Merci, madame. J'ai quelqu'un dans la salle qui me dit ce qu'il faut que je fasse, parce que sinon je me perds. Donc, on restaure de plus en plus. Alors, quel est le patrimoine d'aujourd'hui ? C'est un patrimoine qu'on restaure et qu'on renforce de plus en plus. C'est-à-dire que, là je le dis entre nous, mais ce que l'on nous présente, je parle en Europe en tout cas, ce que l'on nous présente comme un patrimoine d'origine est restauré à 80%. Il reste, par exemple, de Notre-Dame de Paris, d'origine, la première travée. Tout le reste a été refait. Alors refait, pas forcément mal refait, et pas refait sans considération pour ce que c'était avant, mais ça a été refait.
C'est-à-dire que la réalité d'un patrimoine que nous appelons, nous, professionnels, dans son jus, c'est-à-dire qui n'a pas été touché, elle est pratiquement insignifiante. Et quand on vient nous dire que le temple de Bel à Baalbek a été détruit, c'est vrai, sauf qu'il était déjà détruit et que c'est une reconstruction. Donc les 2 tiers de Palmyre sont en partie reconstruites. Il y avait bien entendu un temple de Bel, ça va de soi. Il y avait des éléments, mais tous ces éléments, les colonnes par exemple étaient effondrées. C'est naturel puisque ce sont des lieux de tremblement de terre. Donc c'est assez naturel. Donc quand je montrais à mes étudiants les photos de Carcassonne avant la restauration, personne n'arrivait à reconnaître. Donc il faut savoir que c'est quand même une des choses qui a été le plus fréquent. Alors, aujourd'hui, on refait. Marie-Josée évoquait tout à l'heure le Bardo à Tunis. Nous l'avons refait. On est passé de 9 000 à 16 000 mètres carrés, refait en totalité. Sauf que le bâtiment ancien existe encore, bien entendu, mais il est dans une coque nouvelle. Il faut savoir, d'après les études, que quand on refait un musée, construction de musée et rénovation de musées sont très importantes aujourd'hui, en Europe, en particulier aux États-Unis, mais en Australie, en Chine, partout. C'est d'abord des boutiques et ensuite de l'espace muséographique. C'est-à-dire que quand on refait 100 d'un musée, on refait 60 de boutiques et 40 d'espaces muséographiques. Donc ça n'est pas qu'un aspect culturel, c'est aussi un aspect économique qui joue son rôle. Et puis, ce qui est, à mon avis, le plus étonnant et le plus important, on refait des monuments détruits par des guerres avec, pour l'essentiel, des éléments authentiques. Alors ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une conférence hier, je crois, sur Alep, par exemple, au Salon du patrimoine, en présence de gens tout à fait remarquables qui étaient le patron de la Fondation Aga Khan Trust, qui sont absolument extraordinaires, et puis normalement du directeur des Antiquités de Syrie. Ici, il y a une photo du pont de Mostar. Mostar, donc, qui est en Bosnie-Herzégovine, qui a été détruit relativement récemment dans les années 80, et reconstruit avec 70% des pierres d'origine. C'est-à-dire que les grands bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans, ou le pont de Mostar, ou d'autres sites aujourd'hui, et en particulier Palmyre, on a identifié les pierres et on sait qu'on peut les réutiliser pour reconstruire. Alors, il faut de l'argent, il faut du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour Mostar, j'ai juste une petite anecdote, c'est une opération, là, donc vous voyez le pont reconstruit, qui est un pont médiéval, et ça a été fait entre l'UNESCO et la Banque mondiale, et c'était un de mes professeurs et grand amis qui était Léon Pressouire, qui dirigeait l'opération pour l'UNESCO, et il était en relation avec la Banque mondiale, et la Banque mondiale n'avait jamais reçu un courrier manuscrit. Et Léon Pressouire détestait les emails. Donc il a écrit un courrier manuscrit à Wolfenson, qui était le président de la Banque mondiale, et Wolfenson n'avait jamais reçu de courrier manuscrit, il ne savait pas ce que c'était, enfin, sauf quand il était petit, mais il avait oublié. Donc il l'a, encadré dans son bureau en disant, voilà une lettre importante. Alors, le patrimoine des pays en guerre disparaît évidemment des brochures des voyagistes. Juste pour votre information, il faut savoir que les voyagistes se servent d'un site qui est celui du ministère des Affaires étrangères, qui dit très clairement vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller, et que c'est ce site qui définit aussi la politique des assureurs. Donc ce n'est pas du tout au hasard. C'est quand un site disparaît d'une brochure de voyage, ce n'est pas forcément, et c'est jamais parce qu'un voyagiste a décidé qu'on ne le fréquentait plus. Si c'est dangereux, c'est dit dans le site du Quai d'Orsay. On essaye de protéger les sites avant la destruction, c'est-à-dire que par exemple on savait qu'il allait y avoir la guerre en Irak, et je me souviens avoir vu des gens de Syrie aller au musée de Bagdad faire des opérations de protection avant la guerre américaine. Ça n'a pas empêché des destructions terribles. Et puis, Palmyre, le musée de Palmyre, on avait aussi enlevé une part, tout ce qui était les pièces légères qu'on pouvait enlever, on les avait enlevées. Donc ce qu'on nous montre, qui est terrible, c'est la destruction des pièces lourdes.
mais les pièces légères, elles ont été mises en sécurité. Donc on n'est pas totalement, on est assez démunis, il faut reconnaître, mais on n'est pas totalement démunis. Et la Syrie aujourd'hui, grâce à des satellites, on sait ce qui a été détruit, ça reste entre nous, donc combien ça va coûter, le temps qu'il va falloir mettre pour le restaurer. Et donc on est prêt à faire des conférences de bailleurs où on a besoin aujourd'hui de 6 à 7 milliards de dollars pour restaurer les villes de Syrie, qui sont en guerre. On aménage les sites pour le tourisme, donc c'est les circuits, c'est l'accueil, c'est les documentations, ce sont les visites virtuelles de plus en plus. Alors là, vous avez par exemple Pompéi reconstruit. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut voir sur des smartphones, des visites virtuelles, évidemment la présence de boutiques et les services, restaurants, locations. Bon. Et puis on essaye d'améliorer la fréquentation des sites surfréquentés. Ça ne marche pas toujours, comme vous voyez ici une très belle photo de Venise, où en fait vous avez un bâtiment de croisière qui doit contenir 4 ou 5 000 personnes et la Piazzetta qui est complètement remplie, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça ne fonctionne pas du tout. Mais ça ne fonctionne pas, enfin on sait pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que décharger des gens... Venise, c'est 27 millions de touristes, sauf que la réalité, c'est 6 millions de touristes et 21 millions d'excursionnistes, c'est-à-dire des gens qui viennent moins de la journée, qui ne couchent pas sur place. Mais on n'arrive pas à faire la différence. Alors on a fait un bouquin il y a quelques années sur le sujet, avec ICOMOS. Donc maintenant, je voudrais vous montrer comment un opérateur touristique comme Arzevi, en fait, a anticipé et s'est adapté à ces changements. La première chose, c'est que Arzevi, dans ses différentes brochures, vous propose d'abord quelque chose qui est une innovation, enfin ça n'est plus une innovation aujourd'hui, mais il y a 25 ans ou 30 ans, ça n'existait pas, qui sont des séjours courts. C'est-à-dire qu'on avait des séjours de 8, 10, 15 jours. Aujourd'hui, on a des séjours très courts. Donc, ce qui sont des séjours traditionnels, comme la découverte de Prague. Vous ne connaissez pas Prague, vous allez 3-4 jours. Et pour quelqu'un qui sort, je dirais, plusieurs fois par an, mon Dieu, c'est assez agréable de passer 4-5 jours à Prague. Et puis, quelque chose qui est autour de l'architecture contemporaine dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment devenu un thème central du voyage organisé, qui est donc un forum à Hambourg où vous avez le fameux auditorium qui vient d'être créé. Alors, assez curieusement, c'est une architecture qui est, pour ceux qui connaissent Hambourg, qui est tout à fait étonnante parce qu'elle est vraiment placée dans l'eau, elle est tout à fait remarquable, mais c'est un auditorium qui n'est pas que de l'architecture, c'est-à-dire qui fait aussi de la musique, comme son nom l'indique, et qui est tout à fait exceptionnel. Les courts séjours événementiels, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement la programmation de festivals, alors Bach à Leipzig ou Puccini à Torre del Lago, mais évidemment il y a des festivals de théâtre, il y a essentiellement des festivals de musique, mais il y a aussi des festivals de théâtre. Le gros intérêt de passer par un opérateur touristique pour ce genre de choses, d'abord c'est pas faire de soucis, mais c'est aussi parce que ce sont eux qui ont les réservations, qui ne sont pas forcément faciles à trouver pour des individuels. Donc généralement, le voyage organisé par un opérateur spécialisé vous permet d'avoir en même temps la réservation et le voyage. Autre voyage nouveau, enfin nouvelle forme de voyage, c'est le voyage en famille loin, alors qu'on ne le faisait pas du tout antérieurement. Aujourd'hui, en fait, on peut aller, alors en Grèce, bon, ça, tout le monde va en Grèce avec ses enfants. On a à la limite, parfois besoin d'un opérateur touristique. On peut aussi le faire tout seul. Aller en Chine tout seul, c'est avec ses enfants, c'est pas évident absolument. Arzevi propose un voyage en Chine en famille, c'est-à-dire que quelque part, c'est un souci considérable qui est évidemment enlevé à une famille, et puis la capacité, vous savez toujours que quand on fait ce genre de voyage lointain, l'une des questions qu'on doit se poser, c'est l'approche sanitaire, c'est-à-dire s'il m'arrive quelque chose, comment est-ce que je vais être soigné? Donc le fait d'avoir
quelque part, l'assurance qu'on a autour de soi, des gens qui savent, qui connaissent les filières et qui peuvent vous aider, c'est quelque chose d'extrêmement important, en dehors du fait qu'un opérateur touristique connaît aussi très bien le patrimoine et est capable de vous dire qu'il faut visiter ça, alors que naturellement, on ne l'aurait pas forcément visité. Donc, des voyages de découverte. Assez étonnamment. Là, on trouve dans la brochure d'Argévy les sables du Namib, qui est un désert africain. Ce sont des voyages là qui sont très fortement déconseillés lorsqu'on est tout seul ou à 2 ou 3. Bon, ça, moi personnellement, je le déconseillerais fortement. Argévy le propose en voyage organisé. Ce sont des découvertes qui demandent quand même physiquement des niveaux de résistance que n'ont pas nécessairement tous les acquéreurs de voyages organisés. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir marcher au soleil. Bon, c'est quand même pas. Ceci étant, et puis des éléments d'altitude. Bon, ceci étant, pour avoir travaillé en Mauritanie, où il faisait 50 et quelques degrés, mais j'ai pas beaucoup marché, il faut reconnaître. Donc, la chaleur, on peut s'habituer. De plus en plus, alors quelque chose d'extrêmement intéressant, qui sont les visites de découverte, c'est sûr, mais des visites de découverte humaines, c'est-à-dire à la limite ethnographique même. C'est-à-dire que là, vous avez un voyage de découverte en Chine. Bon, la Chine est une destination connue, usée, usée par les spécialistes, pas pour tout le monde, mais que les gens connaissent. Les minorités du Guizhou, moi, personnellement, j'ignorais qu'on pouvait même se promener et faire un voyage à la découverte de ces personnes. Donc le voyage est organisé aussi par un opérateur touristique spécialiste comme Argévy pour qu'on puisse rencontrer des gens avec des guides locaux. C'est quelque chose où vous n'êtes pas embarrassé, comment dirais-je, par le... Il y a toujours un problème à se présenter comme un Européen dans un endroit où on n'est pas habitué à vous voir. Là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, ça se passe, c'est fait pour aller beaucoup plus facilement. Alors, c'est vrai aussi donc, en Afrique avec les peuples de l'Homo. Donc, tout ça sont des éléments de brochure d'Argévy. L'Homo, il y a des choses assez extraordinaires. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, malheureusement. Mais ce sont des populations, vous savez que c'est là qu'on a trouvé les plus anciens fossiles dans la vallée de l'Homo, qui est donc les deux failles, la faille africaine et la faille asiatique qui se rencontrent. Et donc on a retrouvé des éléments plus de plusieurs millions d'années. La fameuse petite Lucie là, donc vient de ces lieux, donc des populations. Ce sont des voyages très dépaysants. La difficulté, c'est de revenir quand même. Donc, parce que quand vous revenez et que vous vous dites, ouh là là, qu'est-ce que j'ai en face de moi, l'aéroport de Roissy ou la gare Montparnasse, ça change. Des choses, alors des produits nouveaux aussi d'adaptation, encore que l'Express côtier norvégien soit un produit ancien maintenant, mais qui permettent à des opérateurs touristiques comme Argévy de proposer en fait un voyage, mais ce qui compte autant que le voyage, c'est-à-dire que le contenu du voyage, c'est le moyen de transport. Et ici, on a la croisière avec l'Express côtier. C'est un bateau qui fait toute la Norvège, qui descend dans les différents principaux ports de Norvège, mais qui n'est pas un bateau touristique. C'est-à-dire qu'en fait, on suit la vie, un peu moins maintenant, il faut reconnaître, mais on suit la vie des marins tout au long de la Norvège. Ici, l'Eurasie en train. Alors, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, on allait en Chine, on n'allait pas en avion, on allait avec le transsibérien. Et on mettait 23 jours pour y aller et 23 jours pour revenir. Je dois à Argévie d'avoir appris qu'ils étaient le premier voyagiste en France à avoir eu des visas pour la Chine. C'était une vingtaine par an. Donc, c'était à l'époque, c'était dans les années 67, 70, 78, un peu plus tardivement, 78. Donc effectivement, c'était inimaginable. Pardon ? Vous étiez les premiers. C'était inimaginable de parcourir l'Asie, et la Chine en particulier, en train. C'est-à-dire que nous, on le faisait régulièrement, il y a un temps, mais là, aujourd'hui, le parcourir en train, ça n'a plus de sens au regard de quelqu'un qui va faire un voyage en Chine. Mais c'est un merveilleux voyage quand vous voulez découvrir des populations, et puis un territoire, enfin des pays et des cultures et du patrimoine.
Le voyage en train, c'est devenu quelque chose, d'ailleurs vous voyez à la télé, il y a des émissions nombreuses sur des petits voyages en train. Là, c'est un très grand voyage en train, mais qui est tout à fait exceptionnel. Alors, l'architecture contemporaine et les expressions les plus récentes comment dire, du décor urbain, le street art, qui commence à faire des prix considérables à Dreux. Pour ceux qui fréquentent l'hôtel Dreux, vous avez peut-être vu des ventes de street art, c'est effarant. Banksy aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'euros, donc je suggère d'aller voir de près si vous voulez faire fortune. Et donc... On ne sait jamais. L'architecture, ça n'a pas échappé à un opérateur touristique, c'est-à-dire que quelque part, c'est aussi une sorte de familiarisation avec des expressions très, très récentes de l'architecture, de l'art décoratif urbain. L'architecture contemporaine donc, devient quelque chose, je le disais tout à l'heure, d'exceptionnellement important comme patrimoine pour des voyages, avec alors, des choses traditionnelles. Garnier, Le Corbusier sur la Riviera, effectivement, vous savez que le Casino de Monaco est une œuvre de l'architecte qui a construit l'opéra de Paris, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui. Il avait même sa propre maison à Bordighera chez moi. D'accord. Très bien. Donc bon, Le Corbusier, sur lequel, dont l'œuvre est passée au patrimoine mondial il n'y a pas très longtemps et sur lequel on a des avis très partagés. Personnellement, moi, je pense que c'est un dangereux fasciste, mais je suis seul, donc c'est pas grave. Donc non, il a fait des choses merveilleuses, mais bon, il faut quand même savoir que Le Corbusier a été présenté à Hitler en personne et à Staline des projets d'urbanisme. Bon, parce qu'il trouvait qu'il ne travaillait pas assez en France. Donc, bon, ça n'empêche que son architecture est remarquable. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs ouvrages sur le sujet de ces pratiques un peu curieuses de Le Corbusier. Londres, évidemment, et l'architecture futuriste de Londres. Quand on va à Londres, c'est vrai que c'est une ville qui est remplie de musées extraordinaires, depuis la Tate Gallery jusqu'à la National Gallery, jusqu'au British Museum. Mais c'est vrai aussi que c'est une ville qui est tout à fait nouvelle au regard de l'architecture. Et Arzévi est capable de montrer ça. Le voyage vers l'art contemporain, et donc, comme je le disais tout à l'heure, cet intérêt pour les choses événementielles, donc un voyage entier autour des expositions Mondrian, puisque c'était un peintre néerlandais d'art contemporain. Et là encore, je répète que ce sont des voyages... alors, d'abord intéressants en eux-mêmes, bien entendu, mais c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. De plus en plus, on a des systèmes de réservation lourds pour toutes ces grandes expositions et que le fait de passer par un opérateur touristique, parfois, peut aider à obtenir des facilités en matière de réservation, puisqu'un opérateur touristique, au lieu de réserver 3 ou 4 places, il va en réserver 150, 200, 300. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Alors, des voyages sur des sites naturels. Donc vous voyez qu'un opérateur touristique, en fait, comme Arzévi en tout cas, c'est quelque part être totalement, comment dire, c'est pas la pointe absolue du progrès, c'est pas vrai, mais est totalement dans ce qui est aujourd'hui le patrimoine tel qu'il est conçu, c'est-à-dire l'architecture contemporaine, les expositions contemporaines, ou des expositions anciennes, des festivals de la nature, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un travail colossal et c'est un travail de véritable professionnel parce qu'il faut suivre en permanence ces évolutions qui, bien entendu, durent 3-4 ans et puis après, vous avez quelque chose de neuf. Donc ici, vous avez les jardins, les parcs et les paysages avec des très beaux jardins, des très beaux trésors naturels du Japon, chose qu'effectivement on n'est pas forcé de connaître. Les jardins du Latium, ça, bon, c'est autour de Rome, c'est nettement plus connu. Il y a des choses absolument extraordinaires. C'est vrai que vous savez qu'il y a une chose extraordinaire dans le jardin italien et la villa italienne du XVIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les deux. C'est-à-dire que nous avons des châteaux et des jardins merveilleux. La villa italienne est décorée de jardins en intérieur. C'est-à-dire que le jardin extérieur se poursuit à l'intérieur grâce à la décoration. Et c'est vrai que visiter ces jardins autour de Rome, Frascati, le Latium, ainsi de suite, c'est aussi visiter ces villas qui sont quelque part
des bâtis du XVIIe siècle, mais en même temps des bâtis complètement naturels. C'est-à-dire qu'on a intégré le milieu naturel, les grandes fresques des Tiepolo, père et fils, dans les villas de la Brenta, c'est aussi dans cet ordre-là. C'est-à-dire quelque part, c'est mettre à l'intérieur de la maison tout ce que l'on sait être à l'extérieur. Nous, les Français ne font pas ça. Ils font des choses, ils font des jardins absolument fabuleux, ils font des châteaux fabuleux, mais c'est deux choses bien séparées. Et puis, donc, les grands parcs du Costa Rica, c'est effectivement le must en matière de biodiversité, puisque même si on sait qu'il y a des soucis dans ce domaine, le Costa Rica est le numéro 1 au monde en matière de parcs naturels, et que effectivement une visite là-bas doit être quelque chose d'exceptionnel. Nous avons prévu, mon épouse et moi-même, de payer le voyage à notre fils qui est au CNRS et qui s'occupe de biodiversité, et donc, mais quand ses enfants seront plus grands, hein, donc pas pour le moment. Mais c'est vrai que quand on lui a montré ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les voyages qui mêlent nature et culture, donc là aussi, et c'est effectivement, ça me plairait beaucoup. C'est une des choses les plus extraordinaires professionnellement que j'ai eu à voir, c'est monter sur l'Etna en éruption. Et monter sur un volcan en éruption, je peux vous dire que vous ne redescendez pas avec la même idée dans la tête que vous avez de l'univers. Ça change beaucoup de choses, ça change énormément de choses. Et donc les éoliennes, donc les îles qui sont au nord de la Sicile. Et puis la Sicile, évidemment, qui est un repère de patrimoine culturel. C'est pas à vous que je vais le dire, vous le savez mieux que moi. Et puis donc des voyages classiques comme les villes impériales du Maroc ou le Rajasthan. Enfin, il y a il y a aussi des découvertes de cet ordre-là. Alors pour ceux que ça intéresse, moi je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur la ville impériale de Rabat qu'on a sous les yeux. Alors quand vous êtes dans la petite porte que vous voyez au fond là en haut, à droite, vous avez une rue toute droite, et au fond de cette rue, vous avez un gîte qui s'appelle El Baraka, qui est le plus beau gîte que j'ai vu dans le monde. C'est-à-dire que c'est un gîte comme un gîte rural que vous pouvez louer à plusieurs, parce qu'il y a quand même plusieurs chambres, et qui donne directement sur le Bourg grec, qui est le fleuve qui bonne en bas, et puis avec une vue, il y a 4 étages de jardin, et vous avez la vue sur la Tour Hassan. C'est un des plus beaux gîtes du monde que je connaisse. Alors c'est peut-être, je ne connais pas tous les gîtes, hein, mais celui-là, il est vraiment remarquable. Donc vous pouvez mêler les villes impériales et le Grand Sud. Et puis je termine dans les temps, hein, quand même, en disant quand même que effectivement, ce qui est, je trouve moi personnellement, qui est un peu travaillé dans ces sujets, que le travail d'Arzevi, en tout cas, enfin d'Arzevi peut-être d'un ou deux de ses confrères, mais d'Arzevi en particulier, c'est d'être un opérateur touristique qui n'a globalement pas toujours très bonne réputation parmi les gens du patrimoine. Ce n'est pas du tout le cas d'Arzevi. C'est-à-dire que Arzevi a réussi à anticiper des évolutions de la notion de patrimoine, à proposer des voyages qui correspondent à ces évolutions, tout en restant avec des voyages traditionnels, hein, on a vu tout à l'heure sur le Rajasthan et le Maroc, et puis d'autres. Mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être pas un professionnel, mais un amateur éclairé de patrimoine, suivre les évolutions et faire un voyage organisé. Je dirais, on trouve dans ces brochures, il y a un certain nombre de brochures différentes, on trouve dans ces brochures ce que l'on souhaite en fait, que ce soit des jardins, de l'architecture, de l'art contemporain, des moyens de transport rares, des populations inconnues, des événements. Donc, avec des courts séjours, des moyens séjours, des séjours en famille. C'est-à-dire qu'il y a une évolution considérable. Vous imaginez ce qu'était il y a 150 ans le voyage organisé, c'était rien. Enfin, c'était que des gens qui étaient capables de se mettre dans une diligence à 10 personnes et puis qu'on emmenait dans un endroit, on les obligeait à visiter. C'est aujourd'hui pas du tout. Aujourd'hui, c'est une explosion de liberté. C'est considérable en fait. Alors c'est vrai que le nombre de visiteurs a augmenté, que les sources de connaissances se sont multipliées, c'est-à-dire que vous tapez sur Internet, évidemment vous pouvez vérifier tout ce qu'on vous raconte. Donc déjà, une chose
pour les gens de mon âge, les gens de mon âge, je vois dans la salle quelques-uns qui ne sont pas loin d'avoir mon âge, il faut savoir qu'on n'avait pas ça, même moi quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait ma thèse, on n'avait pas Internet, c'est-à-dire qu'il fallait tout chercher, il fallait se payer tous les usuels de la Bibliothèque nationale, et ce n'était pas une petite plaisanterie. Aujourd'hui, vous tapez une question et vous avez presque tout de suite la réponse. Ça a beaucoup changé tout ça quand même énormément. Donc je pense qu'aujourd'hui, le voyageur est plus libre et plus ouvert, c'est-à-dire quand même que globalement, des produits sont des produits de qualité, mais qui correspondent à des touristes ou à des acquéreurs ou à des visiteurs ou à des voyageurs de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Quand on voit les grands livres sur le tourisme organisé de dénonciation de Borstein, par exemple, les Hordes d'or, il parle d'un tourisme qui n'existe plus. Enfin, il parle d'un tourisme des années 50, faut dire, c'est vrai, mais qui n'existe plus. C'est-à-dire des gens, il peut toujours exister, mais c'est pas Arzéville. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je tire une dernière conclusion et je redonne la parole à Marie-Josée. Donc, pour moi, le voyage vers le patrimoine culturel, mais vu par un spécialiste, pas d'une façon générale, c'est-à-dire par quelqu'un qui est capable de suivre toutes ces évolutions, pour vous, vers un patrimoine culturel, naturel ou humain, c'est quelque chose qui est très ancien. Mais aujourd'hui, ça reste un moyen de découverte, de se faire une idée par soi-même. Et assez curieusement, et je termine avec ça, l'autre est l'ailleurs, c'est-à-dire quelque part un autre territoire, une autre personne, une autre vie, une autre culture. C'est sûr qu'il vaut mieux le voir par soi-même. Et assez curieusement, les Grecs, le terme d'autopsie qui est découper un corps quand même, veut dire en fait au départ, chez les Grecs, le voir par soi-même. C'est-à-dire que quand on allait faire un voyage de 4 siècles avant Jésus-Christ, on faisait un voyage d'autopsie. C'est-à-dire que quelque part, on reste dans la même logique, c'est-à-dire qu'on se fait sa propre idée en voyant la réalité sous ses yeux. Je répète, en passant quand même par un bon spécialiste, parce que sinon on risque de cruelles déconvenues. Je vous remercie. On n'a malheureusement pas le temps de prendre des questions. Mais s'il y a des questions sur le mail d'Arzéville, moi je répondrai sans problème. Bien, on remercie Valérie Patin, je crois, qui nous a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Et grâce à ses connaissances, vraiment, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie vivante. Parce qu'il sait de quoi il parle. Et je pense qu'il nous a vraiment enchantés. Et je le remercie, je remercie en votre nom. Et merci aussi au nom d'Arzéville. Il vous a prouvé qu'il connaissait et l'histoire du voyage organisé, et de l'association Arzéville qui vous a invité à cette conférence. Association de voyage culturel, premier organisme de voyage culturel en France. Merci et bonne suite à tous.